C'est ce qu'il se passe à Jitomir, au centre de l'Ukraine, à 150 km de Kiev. De ce quartier de la banlieue, il ne reste que des ruines et des gravats. Depuis le début de la guerre, cette ville de 250 000 habitants se retrouve écrasée sous les bombes et tout le monde vit dans la terreur. La bombe est tombée par là. Ici, l'obus est ici. Le cratère a une profondeur de 3 ou 4 mètres. On l'a comblé avec des pierres. Jitomir abrite une garnison de 7000 soldats. Alors depuis le début de la guerre, la ville est une cible. Andrei, 27 ans, n'arrive toujours pas à y croire. Il était endormi dans son lit quand la première attaque a eu lieu. Il a cru mourir. Il était 22h30. On s'est réveillé en une seconde à cause de l'explosion. Une partie de la cloison en placo s'est abattue sur moi. Heureusement, j'étais sous une couverture, donc je n'ai pas été blessé par des éclats ou quoi que ce soit d'autre. J'ai eu beaucoup de chance. Dans l'explosion, 3 femmes sont décédées, une autre est entre la vie et la mort. Andrei et sa famille ont eu plus de chance. Ce soir-là, il était avec son père, sa mère, sa sœur et sa tante. Là, c'est mon père. Tous sont indemnes, seul leur chien a été blessé. Il a perdu sa patte. On l'a fait opérer. L'explosion, en revanche, a détruit toute leur maison. En quelques secondes, tout s'est enflammé. Ici, c'était la cuisine. C'est là qu'on mangeait. C'est là qu'on prenait le petit déjeuner. Et là, il y avait un lavabo. C'est dans cette pièce que ça a tapé le plus fort. Dieu merci, on est vivant et en bonne santé. Ce soir-là, des habitants de Jitomir ont filmé la scène. Sur ces images, on peut voir un avion de l'armée russe larguer des bombes. Quelques minutes plus tard, au milieu du gigantesque brasier, les pompiers tentent d'éteindre les flammes et de sortir les blessés. Un combat titanesque, le premier d'une longue série. Vas-y, prends la lance. Éteignez ça, éteignez ça. Viens un enfant là. Au total, plus de 40 raids aériens en 15 jours. Les Russes s'acharnent à bombarder Jitomir. À chaque fois, des scènes apocalyptiques. S'ils ne sont pas déjà effondrés, les bâtiments brûlent. Les sirènes retentissent. Il y a un homme dans cette maison. Où ça? Dans l'immeuble, là-bas. Car Jitomir est doublement stratégique. En plus d'abriter l'armée, elle permet aussi d'accéder à l'ouest du pays. Officiellement, les Russes visent les militaires. Mais dans cette grande ville de 60 km de long, les premières victimes sont souvent les civils. On compte déjà 9 morts dans toute l'agglomération. Une partie des habitants a fui. D'autres, comme Andrei et ses proches, sont restés. Les femmes de la famille se sont réfugiées en Pologne. Avant la guerre, Andrei était tailleur de pierre. Aujourd'hui, même s'il risque tous les jours la mort, il ne veut pas abandonner. Avec des voisins, il a décidé de reconstruire sa maison. Et malgré l'enfer qu'il traverse, il n'a pas perdu son sens de l'humour. Tu peux dire merci à Poutine. Grâce à lui, on a plein de bois. On est en train de ramasser les débris et de les trier pour les recycler. On met de côté ce qui peut brûler et le reste on jette. On garde ce qui peut servir pour reconstruire. Andrei n'a pas pu quitter le pays car tous les hommes ukrainiens en âge de combattre peuvent être mobilisés à tout moment. En attendant, ces travaux sont tout ce qui lui reste pour se raccrocher à la vie. On s'occupe pour ne pas broyer du noir. On travaille. Comme ça, on ne passe pas de temps à ressasser. Et puis de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas s'engager sur le front parce qu'il y a trop de gens. L'officier recruteur nous a dit qu'il nous rappellerait.
Aujourd'hui, tous les Ukrainiens veulent se battre pour défendre leur pays. Dans leur malheur, ils se serrent les coudes. Anton, un voisin d'Andrei, est venu l'aider. Lui et sa mère Irina ont encore leur maison. Alors depuis le début des bombardements, ils hébergent Andrei. Très souvent, ils accueillent aussi d'autres voisins, car ils possèdent un bien précieux en temps de guerre. Je vais vous montrer l'endroit où nous allons quand il y a une alerte. On court par ici. Là, on a une cave. Un petit bunker situé dans leur garage. Un soir, il y avait 14 personnes ici. 14. La famille éloignée, les voisins, tous ceux qu'on pouvait accueillir. Une dizaine de mètres carrés, à 3 mètres sous terre. Un sanctuaire qui leur a sauvé la vie. Ces images ont été filmées le soir de la première attaque. On peut voir Anton et sa famille terrorisés, mais sains et saufs. Au-dessus de leur tête, les bombardements sont incessants. On dort comme ça, entassés, sous le garage. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Déjà 15 nuits passées sous terre. Malheureusement, dans cette guerre, comme dans beaucoup d'autres, les premières victimes ne sont pas les militaires, mais les civils. Et souvent même les plus jeunes. Ce lycée en plein centre-ville de Jitomir a été frappé par un obus. Heureusement, aucun élève n'a été blessé, mais le bâtiment est à terre, pulvérisé. Vous voyez, ce sont les tirs de l'aviation russe. Et ils disent qu'ils ne visent que des cibles militaires. Et là, c'est un lycée. Les élèves étudiaient ici. Le président du conseil régional, Volodymyr Fedorenko, sous le choc, vient constater l'ampleur du drame. Vous vous rendez compte? Le seul objet militaire qu'il y avait, ce sont ces tableaux de classe. Des habitants du quartier sont venus lui prêter main forte pour sauver ce qui peut l'être. Comment ça va? Le travail avance? Ça va. On a déblayé 2 classes. Vous êtes parent d'élèves, vous? Non, je suis juste un voisin. Merci, merci. On va s'en sortir. Malgré le désastre, Volodymyr ne veut pas baisser les bras. C'est une guerre des Russes contre le peuple ukrainien, pour sa destruction, pour tuer notre humanité. C'est un génocide contre notre peuple. On croit en l'Ukraine. On va gagner ce combat. Ils ne vont pas nous détruire. Gloire à l'Ukraine. Même quand les bâtiments ne sont pas visés, ils sont détruits par le souffle des explosions. Comme la maternité de la ville. Ses murs et ses fenêtres ont volé en éclats. Résultat, les 3/4 des salles sont inutilisables, comme ici, au service de néonatologie. Heureusement, dans cette maternité, il n'y a pas eu de mort, comme à Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine, où 3 personnes, dont un enfant, sont décédées. Ici, les patientes ont pu être évacuées en urgence vers d'autres hôpitaux de la région. Olena, la médecin-chef, n'en revient pas. Vous voyez, il n'y a plus rien. Quand c'est arrivé, j'étais ici dans la salle informatique. On avait 45 femmes et 17 bébés, dont 2 qui étaient en soins intensifs. Il y avait même un tout petit bébé qui ne faisait que 600 grammes. En temps normal, cette maternité accueille près de 200 naissances par an. Ces photos attestent des joies de la vie d'avant. En raison des bombardements, il faut tout réinstaller à la hâte, dans les sous-sols du bâtiment, à 5 mètres sous terre. Les filles, les matelas doivent être couverts de toile cirée. Le temps presse. Olena veut accueillir le plus vite possible de nouvelles femmes enceintes. Depuis 7 heures ce matin, elle et son équipe déménagent tout le service dans la cave de la maternité. Elle va servir de bunker en cas de bombardement. Donc on a bien les 5 couveuses, hein? Et vous n'oubliez pas de les brancher, s'il vous plaît. Ok? Merci beaucoup. Des habitants du quartier sont venus donner un coup de main.
Vous avez mis combien de points d'oxygène? 2, comme on a demandé? Oui, comme vous avez demandé. Vraiment, sans votre aide, on ne pourrait pas faire tout ça. Dans la ville, certaines femmes sont sur le point d'accoucher. Alors il faut faire vite. Voilà. Ici, on a organisé des chambres spéciales où on mettra les mamans qui viennent d'accoucher. On leur a préparé des chambres comme ça pour que chaque femme ukrainienne qui est obligée d'accoucher dans un sous-sol puisse tout de même ressentir le bonheur de la maternité. Nous continuons à travailler et on va récupérer toutes nos femmes enceintes de la région. On fera les accouchements et on va sauver nos enfants. Olena espère être prête d'ici quelques jours pour accueillir de nouveau les futures mamans de Jitomir. Il y a urgence car dans la ville, plus personne n'est à l'abri. Jour après jour, les avions russes bombardent toujours plus de bâtiments. Au petit matin, les survivants se réveillent dans la fumée et la poussière. Cette nuit, c'est un immeuble qui a été éventré par un tir de missile. Regarde ce côté. Regarde là-bas. On cherche des restes de corps. Impossible de trouver des corps entiers. Ils sont calcinés. C'est affreux. Tout est calciné. Cet immeuble abritait des familles de militaires. 2 personnes ont été tuées. L'un de leurs proches attend. Il espère retrouver quelques affaires appartenant aux défunts. Regardez, je viens de retrouver ce sac. Il a retrouvé ce sac avec des documents. Peut-être que ça va vous aider. On peut vous poser une question? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont morts, il n'y a plus rien à dire. Heureusement, les pompiers ne retrouveront pas d'autres corps dans ces décombres. Même quand ils n'ont pas perdu de proches, pour tous les habitants, ce spectacle macabre est un cauchemar. Les Russes sont venus nous exterminer, imposer leurs règles de manière barbare. J'ai l'impression de revivre un film de l'époque soviétique. Les bombardements n'en finissent pas, c'est horrible. Ils veulent quoi? Nous terroriser? Quel est le but? Je ne comprends pas. Ils racontent même que nous sommes une nation inutile. À Jitomir, le premier à avoir choisi de rester à son poste pour se battre, c'est Sergueï, le maire de la ville. Comme beaucoup d'autres fonctionnaires en Ukraine, en cas d'attaque, il sait qu'il sera le premier visé par les Russes. Alors il s'est armé et barricadé. Ça, c'est pour nous protéger quand il y a une explosion. On entrepose des sacs de sable pour que les éclats et les débris ne nous blessent pas. Si Sergueï tient à rester à son poste, c'est pour aider sa ville et aussi être témoin de cette guerre injuste. Il accumule des preuves qui lui serviront peut-être à traduire un jour ses ennemis en justice. Regardez, ce sont les débris de la roquette. Elle a touché l'école à 300 mètres d'ici. Aujourd'hui, les Russes nous intimident pour nous faire paniquer, pour provoquer le chaos et empêcher les gens de se réunir pour résister. Ils se trompent lourdement, parce qu'il se passe tout l'inverse. Malgré la guerre, coûte que coûte, les Ukrainiens ont décidé de résister. À la maternité, dans les sous-sols, Olena, la médecin-chef, vient de finir d'installer ses salles d'accouchement de fortune. Elle est allongée sur le lit? Elle va bien? Oui, je suis allée la voir. Son col est ouvert à 2 cm. Depuis ce matin, les femmes enceintes sont arrivées en nombre. Olena tente de rassurer ses jeunes mamans comme elle peut. Ça va aller, vous inquiétez pas. Bon, vous, va falloir attendre un peu avant d'accoucher, hein? Le temps que le bébé se développe bien, hein? Oui, on me dit que mon bébé risque de naître prématuré. Mais ici, il y a une telle atmosphère de calme. On a l'impression que dehors, il ne se passe rien. On est tellement reconnaissant pour tout ce que vous faites. Vous en faites pas. On va lui régler son compte à l'ennemi.
pour que les enfants ukrainiens puissent naître normalement. Vraiment merci. Merci beaucoup. Là, on travaille sans s'arrêter. On reçoit les patientes, on procède aux accouchements. Aujourd'hui, on est capable de leur apporter les soins nécessaires. Olena n'a pratiquement pas fermé l'œil depuis plusieurs jours. Les traits sont tirés, mais elle a réussi. Au milieu de tout ce chaos, parfois, des moments d'émerveillement. La nuit dernière, cette petite fille est venue au monde. Ça va? Pas trop fatiguée? Oui, ça va. Tu arrives à la nourrir au sein? Oui, j'essaie. Yaroslava, la toute jeune maman, est accompagnée de sa mère, car son mari, militaire, est mobilisé depuis 6 mois dans le Donbass, sur le front Est. Pour le moment, Dieu merci, il n'est pas mort. Il faut vraiment que l'espace aérien soit fermé, de toutes les façons possibles. Il faut faire quelque chose pour arrêter ces avions russes. Mais nous devons rester optimistes. T'es d'accord, hein? Ma chérie, ton papa va venir te voir bientôt. Personne ne sait si son père la connaîtra un jour. C'est le vœu le plus cher de Yaroslava. Elle prie tous les soirs pour que la guerre s'arrête et que son mari revienne vivant des combats.